Conduire, c'est en partie prévoir le comportement des autres et les prévenir de nos intentions tout en contrôlant la trajectoire de la voiture et en partageant avec eux l'espace routier. La présence des autres sur la route met en jeu la responsabilité de chacun des conducteurs qui se doivent de respecter des règles de circulation. Ces règles que nous allons étudier sont la signalisation lumineuse, le rôle des agents et les véhicules d'intervention urgente, mais aussi la position sur la chaussée pour circuler et pour tourner à droite ou à gauche, enfin, les croisements et les dépassements. La grande majorité des accidents qui surviennent sur la route sont le résultat du non-respect des règles de circulation. Regardez attentivement la petite séquence qui suit. Revoyons la situation. Les feux stop de la camionnette ont surpris le conducteur de la voiture verte, mais ne l'ont pas incité à renoncer au dépassement. Avant de se laisser emporter par l'empressement, la colère ou l'agacement, il faut chercher à comprendre le comportement des autres et agir en connaissance de cause. Le conducteur de la camionnette aurait pu utiliser le clignotant gauche pour que l'usager derrière lui ne puisse pas avoir l'intention de dépasser. Les trois couleurs des feux, vert, jaune, rouge, sont un code auquel le conducteur doit réagir d'une manière automatique tout en tenant compte de la circulation. Les feux se voient de loin. Ce n'est pas la peine de les annoncer. Ce n'est pas toujours le cas. En ville, une signalisation annonce les feux quand ils ne sont pas visibles. Virage, sommet de côte. Hors agglomération, ils sont systématiquement annoncés. Les feux tricolores sont implantés à droite. Ils peuvent être répétés à gauche dans les sens uniques. Et parfois, au-dessus de la chaussée pour être encore plus visibles. Le feu vert autorise à passer. En effet, si le feu est vert, il est forcément rouge pour les autres rues de chaque côté de l'intersection. Le feu est vert. On peut foncer? Non, il faut au minimum regarder à gauche et à droite pour pouvoir éviter un conducteur imprudent. Le choix de l'allure varie selon que le feu est au vert depuis longtemps ou non. Si le feu vient juste de passer au vert, on peut maintenir l'allure pour franchir l'intersection. Si le feu est vert depuis déjà un certain temps, il faut se préparer, le pied sur le frein, afin de pouvoir s'arrêter dès l'apparition du feu jaune. Attention, il ne faut pas s'engager dans une intersection si l'on n'est pas sûr de pouvoir la dégager avant le passage au feu rouge. À certaines intersections, il arrive que pour tourner à gauche, un décalage des différentes phases des feux soit nécessaire. Une croix rouge s'allume alors en face pour conforter les usagers qu'ils peuvent tourner sans danger. À Paris, un marquage spécial existe afin que les usagers n'encombrent pas l'intersection en cas d'embouteillage. C'est vrai qu'au feu jaune, on est obligé de s'arrêter? Oui, le feu jaune est un feu d'arrêt qui annonce le feu rouge. Le franchissement du feu jaune est toléré si l'arrêt ne peut plus être effectué en sécurité. Si on est trop près du feu, si un usager suit de très près. Le feu rouge, c'est plus simple. L'arrêt est absolu.
Mais à quel endroit s'arrête-t-on? Il faut s'arrêter de manière à bien voir le feu, et si possible celui du haut. S'il y a un passage pour piétons, on s'arrête avant celui-ci. Et si elle existe, avant la ligne du feu, pour permettre aux véhicules encombrants de pouvoir manœuvrer sans bloquer l'intersection. Les automobilistes ne doivent pas s'arrêter sur l'espace réservé dans lequel les cyclistes et les cyclomotoristes peuvent se placer pour tourner à gauche, par exemple. Il arrive aussi qu'une file de voitures soit bloquée derrière un feu au rouge jusqu'au niveau d'une autre intersection. Dans ce cas, pour ne pas engorger la rue, il faut laisser le passage libre pour que des usagers puissent y entrer ou en sortir. Lorsque les feux tricolores sont en forme de flèche, leur signification est-elle la même? La forme des flèches, qu'elles soient uniques ou doubles, donne une indication sur l'accès à la direction choisie. Sur la route, les flèches directionnelles reproduisent les courants de circulation indiqués par les feux en forme de flèche. On s'engage donc dans l'intersection en fonction de la direction voulue et de la couleur du feu. Les indications données par les flèches correspondent à chaque courant de circulation, ce qui permet d'autoriser le passage des véhicules allant tout droit ou tournant à droite, et d'interdire celui des véhicules voulant tourner à gauche. Placé dans la voie de gauche, il faut tenir compte de l'indication donnée par la flèche. Rouge, on ne passe pas. Verte, on peut tourner à gauche, sans céder le passage aux usagers en face qui sont arrêtés par un feu rouge. Certains feux sont destinés à des catégories particulières d'usagers. Un pictogramme distinctif permet de les différencier. Les autobus ou les cyclistes. Il faut faire attention à ne pas prendre le feu spécialisé pour le sien quand ils sont placés côte à côte. Le feu du cycliste passe au vert, il s'engage. Le feu de l'automobiliste est rouge, il attend le vert avant de s'engager. Parfois, sur des feux tricolores normaux, c'est-à-dire ronds, il y a une flèche supplémentaire jaune clignotante, le plus souvent orientée vers la droite. Cette flèche permet de tourner immédiatement à droite? Oui, mais pour cela, il faut manœuvrer au ralenti, céder le passage aux piétons qui traversent, céder le passage aux usagers venant de gauche et ne pas gêner ceux venant de droite. Donc, si on se trouve dans cette voie, on est obligé de tourner à droite. Si la voie de droite est une voie de stockage, il faut tourner. Mais il existe des endroits où la même voie permet d'aller tout droit ou tourner à droite. Dans ce cas, aucune obligation ne s'impose. Si la flèche clignotante est dirigée vers le haut, le conducteur peut continuer tout droit uniquement après avoir cédé le passage aux piétons et aux usagers qui viendraient de gauche. Assez souvent, on remarque que des panneaux de priorité sont fixés sur le même support que le feu. Pourquoi? Dans le cas où les feux fonctionnent normalement, il ne faut pas tenir compte du panneau de priorité en place. On respecte la signification de la couleur des feux. Si, à cause d'une panne ou de travaux, les feux sont éteints ou sont au jaune clignotant, alors là, la présence du panneau prend tout son sens. C'est lui qui indique quel comportement adopter à l'intersection. D'un côté, il faut céder le passage à tous les usagers, piétons compris. De l'autre côté, on bénéficie d'un panneau de priorité ponctuelle ou un caractère prioritaire, mais on doit aussi céder le passage aux piétons. Mais il arrive que les feux ne fonctionnent pas ou soient au jaune clignotant et qu'il n'y ait pas de panneau sous le feu. C'est la règle de la priorité à droite qu'il faut appliquer. Parfois, le feu vert est remplacé par un feu jaune clignotant. Pour quelle raison? Tout d'abord, il faut savoir que ces feux connaissent un cycle normal. Jaune clignotant en bas, puis jaune au milieu et enfin rouge. On peut le trouver dans des endroits particuliers, comme une sortie de caserne pour pompiers. Il se met au cycle normal dès que les pompiers veulent quitter leur caserne pour intervenir. Il permet aussi d'alterner le passage à l'occasion de travaux.
ou de permettre le passage des piétons sur un passage isolé. Et à une intersection, quel est son rôle? Il doit inciter les conducteurs à la prudence. Il faut appliquer les règles de priorité annoncées par le panneau de céder le passage placé sous le feu. S'il n'y a pas de panneau, eh bien on applique la règle de priorité à droite. Il existe aussi des feux bicolores, au péage des autoroutes par exemple. Le feu rouge impose un arrêt au guichet. Le feu passe au vert quand on prend un ticket. Et les feux rouges clignotants, quelles sont leurs fonctions? S'ils clignotent, c'est pour attirer l'attention des conducteurs. Ils interdisent de passer. On les rencontre à hauteur des passages à niveau. Les feux rouges commencent à clignoter juste avant que les demi-barrières ne s'abaissent lorsqu'un train va arriver. Il faut savoir que ces feux rouges clignotants peuvent exister aussi à hauteur d'un passage à niveau sans barrière. On les rencontre aussi à hauteur des ponts mobiles. Ils interdisent le passage pendant la manœuvre du pont, évidemment. Parfois, pas très loin des aérodromes, des feux rouges clignotant alternativement peuvent interdire la circulation lors de l'atterrissage ou du décollage des avions. Un feu jaune clignotant unique a pour but d'attirer l'attention des conducteurs sur la signalisation ou sur une zone dangereuse. Des feux en forme de flèche ou de croix existent à l'entrée de certains tunnels ou aux barrières de péage d'autoroute. La circulation est alors réglementée par voie selon l'importance du trafic. Une croix rouge, voie interdite. Une flèche verte, voie autorisée. Installée sur un portique au-dessus d'une route comportant plusieurs voies, une flèche jaune clignotante inclinée indique que le sens de circulation sur la voie centrale est modifié. Il faut donc se rabattre. Pour fluidifier la circulation, un agent peut prendre place au milieu d'une intersection. Les indications données par un agent annulent toute valeur à la signalisation de priorité, qu'il s'agisse des panneaux ou des feux. Prenons le cas d'une intersection ordinaire. L'agent est vu de face, on doit s'arrêter. S'il est de profil, c'est qu'il autorise à passer. On peut donc continuer tout droit. Mais si l'on veut tourner à gauche ou à droite? Il faut attendre que l'agent invite à le faire par un signe précis, comme celui-ci. S'il y a un feu à l'intersection? L'agent est de profil, on peut passer. Même si on a un feu rouge devant soi? Oui. Donc, si on voit l'agent de face ou de dos, les bras tendus, on doit s'arrêter. Oui, même si le feu est vert. Si on tourne à droite, on peut passer? Non, parce que des véhicules peuvent circuler sur la route transversale. Les véhicules prioritaires bénéficient de la priorité de passage lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs spéciaux sonores ou lumineux. Que doit-on faire dans ce cas? On doit leur céder le passage aux intersections, même celles équipées de feux tricolores. Mais aussi, on doit s'arrêter au besoin en dégageant la chaussée pour leur permettre de nous croiser ou de nous dépasser. Quels sont les véhicules concernés par cette réglementation? La liste en est précise. Les véhicules des services de police, de la gendarmerie, des douanes, des pompiers, lutte contre l'incendie, et des SAMU, services d'aide médicale urgente, ou SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation. Il y a d'autres véhicules qui peuvent utiliser des avertisseurs spéciaux quand ils sont en intervention. Ils ne sont pas prioritaires, mais il importe de faciliter leur progression. Il s'agit entre autres des ambulances autres que SAMU ou SMUR, des véhicules d'intervention DDF et GDF, des engins de service hivernal bien entendu, quand ils sont en intervention donc avec leur feu clignotant bleu qui fonctionne. Le feu vient de se mettre au jaune. Je peux encore passer? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce feu jaune signifie que je dois m'arrêter puisqu'il annonce le feu rouge. Je roule environ à 50 km/h. La distance avant le feu est suffisamment grande pour pouvoir m'arrêter en douceur, malgré l'usager qui me suit de très près. Réponse B. Je dois céder le passage. Aux piétons, oui, réponse A. Non, réponse B. Aux usagers venant de gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Ce feu fonctionne tout à fait normalement. La seule particularité est qu'une flèche clignotante supplémentaire permet de tourner à droite pendant le feu rouge. Tourner à droite au feu rouge implique de céder le passage aux piétons qui pourraient traverser et aux éventuels usagers qui arrivent de gauche. Réponse A et C. Je dois m'arrêter si je vais tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand on voit un agent de face ou de dos, cela impose de s'arrêter. En effet, il ouvre le passage aux usagers de la rue transversale. Si on va tout droit, c'est évident. Mais même si l'on tourne à droite, il faut s'arrêter, car des usagers peuvent arriver de la gauche. Réponse A et C. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, il faut prendre en compte tous les éléments relatifs à la priorité. Le feu est au jaune clignotant au milieu, je dois donc tenir compte du panneau « Ma route est prioritaire ». Dernier élément à intégrer, ce véhicule qui arrive actionne ses avertisseurs spéciaux. C'est un véhicule de police en intervention. Il est prioritaire. Je dois lui céder le passage. Réponse B. Je dois céder le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé dans cette voie qui est marquée par une flèche directionnelle au sol allant vers la gauche et commandée par un feu en forme de flèche vers la gauche, je ne peux que me diriger vers la gauche. Mon feu est vert. Cela implique que le feu des usagers arrivant en face est rouge. Je n'ai donc pas à céder le passage en face. Réponse B. La circulation devant moi est arrêtée. Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Les voitures devant sont arrêtées. Si je m'engage, et si la situation ne se débloque pas, je vais encombrer l'intersection. Les usagers venant de la droite ne pourront pas s'engager. Je m'arrête avant le feu, même s'il est vert, et j'attends d'être sûr de pouvoir franchir l'intersection avant de repartir, à condition que le feu soit toujours vert. Réponse B. Je passe, réponse A, ou je cède le passage, réponse B. Ce véhicule fait partie des véhicules d'intérêt général et en particulier des véhicules prioritaires car il s'agit du SAMU. Les SAMU et les SMUR interviennent lors des accidents de personnes et il est donc normal qu'on leur donne priorité de passage lorsqu'ils sont en intervention. Ici, il est facile de s'arrêter si besoin pour permettre l'entrée aux urgences de l'hôpital.
Réponse B. Les Britanniques roulent à gauche. En France, il faut circuler à droite. C'est la règle première. Que l'on soit sur une route à double sens de circulation, avec 2 voies ou avec 3 voies, on roule à droite. À quoi sert alors la voie centrale sur ce type de route comportant 3 voies? À dépasser ou à changer de direction. Mais dans les sens uniques, peut-on choisir sa position sur la chaussée? Non, on doit toujours rester dans la voie de droite. Sauf, là aussi, pour dépasser ou pour changer de direction. Dans les embouteillages, on se retrouve parfois sur plusieurs fils. C'est toléré? Oui, quand la circulation se fait en file ininterrompu. Le fait de circuler plus vite dans la file de droite que dans la file de gauche n'est pas considéré comme un dépassement. On doit rester dans sa voie, sauf pour préparer un changement de direction. N'existe-t-il pas des situations qui obligent à se décaler un peu sur la gauche? Rouler à droite, c'est tenir compte de l'état et du profil de la chaussée. Cela veut dire que dans la voie de droite, c'est au conducteur de définir sa position exacte. Sur une route de 6 mètres, une voie de circulation fait 3 mètres de large. Une voiture classique fait 1,50 m de large. Il reste à chaque conducteur une marge de manœuvre latérale d'1,50 m à utiliser au mieux en fonction des circonstances et du terrain. Après avoir estimé à quel endroit se faisait le changement de direction, il faut regarder derrière et faire un contrôle sur le côté droit du véhicule, rétroviseur droit et parfois contrôle direct, prévenir les autres, derrière et en face, en utilisant le clignotant droit, ralentir tout en surveillant derrière, doser son freinage et utiliser la boîte de vitesse si nécessaire. Il ne reste plus qu'à tourner sans s'écarter du bord de la chaussée. S'il n'y a personne derrière, ou si l'on est obligé de tourner à droite, faut-il mettre le clignotant? Il faut toujours annoncer ses intentions. Alors, jamais d'exception. Pour préparer un changement de direction, on allume le clignotant. Il y a des endroits où des flèches de direction vers la droite sont peintes sur la route. C'est plus simple. Le placement pour tourner devient évident. C'est une sécurité pour les usagers qui suivent et cela améliore la fluidité de la circulation. Ici, la deuxième voie qui tourne à droite, à quoi sert-elle? Lorsque plusieurs voies se dirigent vers la droite, en général, on circule dans la voie la plus à droite. Mais on peut aussi se placer dans l'autre voie si la circulation est importante ou si l'on connaît bien le trajet et qu'on sait qu'ensuite on va devoir tourner à gauche. Une voie de décélération peut être aménagée pour tourner à droite? Oui, pour rendre le changement de direction moins gênant. Il faut si possible se placer dans la voie de décélération avant de commencer à ralentir. Cela permet de ne pas gêner les usagers qui arrivent derrière. Mais ces voies sont parfois très courtes. Il est possible de ralentir un peu avant, en surveillant le rétroviseur. Mais en général, une limitation de vitesse, ici 70 km/h, est placée au début de la voie de décélération. Tourner à gauche est une manœuvre en général un peu plus complexe, car on va devoir traverser là où les voies des usagers arrivant en face. Comment doit-on procéder? La signalisation, tout d'abord, donne des indications. Ce panneau informe de la proximité de l'intersection. À 300 mètres, pour aller à Vichy, on devra prendre la prochaine route sur la gauche. On peut donc commencer à se préparer. Ce panneau de direction interdit-il de tourner à gauche? Non. Il précise qu'on ne peut pas tourner à gauche en restant sur cet axe. Pour ne pas être une gêne pour les autres usagers, on doit d'abord sortir à droite pour ensuite s'arrêter à un stop avant de traverser la chaussée principale. La meilleure solution pour tourner à gauche, c'est d'anticiper, donc de doser son allure et passer sans être obligé de s'arrêter. Oui, mais quand ce n'est pas possible, il faut veiller à longer l'axe de la chaussée,
en gardant les roues droites. Pourquoi? Parce que si la voiture est déjà légèrement inclinée vers la gauche, en cas de choc par l'arrière, elle risque d'être projetée sur les voitures en face. Et si la circulation est vraiment trop dense, au point de devoir attendre interminablement? Rester au milieu d'une route avec des véhicules qui vous frôlent n'est pas très sécurisant. C'est vrai. Il reste la solution d'aller un peu plus loin pour faire demi-tour. Sur une voie à sens unique, pour aller à gauche, il faut se placer complètement à gauche quand c'est possible. Parfois, plusieurs voies avec des flèches peintes au sol permettent d'aller à gauche. Cet aménagement existe quand le trafic est important. Si on ne sait pas où l'on va, on prend la voie la plus à droite, qui permet de se retrouver à droite après avoir tourné. Si l'on sait qu'à la prochaine intersection on tournera encore à gauche, on se met tout de suite dans la voie la plus à gauche. Certaines intersections sont aménagées pour permettre de stocker les usagers qui veulent tourner à gauche en dehors du flot de circulation principal. La particularité des tournes à gauche à l'indonésienne est que la même voie de stockage concerne les usagers des deux sens de circulation. On peut donc se retrouver face à face avec un véhicule qui veut lui aussi tourner sur sa gauche et qu'on doit croiser par devant. Ce véhicule peut masquer la visibilité vers l'avant. Avant de tourner, il faut donc attendre et s'assurer que personne ne vient en face. Les carrefours giratoires ou ronds-points permettent de fluidifier la circulation. Ce panneau permet aux usagers de choisir à l'avance leur direction. Puis, ce panneau indique que les conducteurs devront céder le passage aux usagers qui circulent déjà sur l'anneau. Enfin, des panneaux de priorité sont placés juste à hauteur du rond-point. Le clignotant doit-il être utilisé sur un rond-point? C'est essentiel pour que les autres usagers sachent où l'on va sortir. Pour prendre une rue à droite, on met le clignotant droit. Ainsi, l'usager abordant le rond-point par la rue où l'on va sortir sait qu'il peut s'engager. Pour aller en face, on reste à droite et on met le clignotant droit après avoir franchi la sortie qui précède celle que l'on veut prendre. Pour tourner à gauche maintenant, comment doit-on s'y prendre? On avertit le plus tôt possible les autres usagers et on se place sur la voie de gauche si l'infrastructure le permet. En entrant sur l'anneau du rond-point, on se place immédiatement dans la voie de gauche. Pour sortir, on rejoint progressivement la voie de droite, une rue avant celle qu'on veut prendre, sans gêner les autres. C'est toujours le conducteur qui change de voie, qui doit céder le passage. Pour faire demi-tour sur le rond-point, la technique est la même, sauf qu'on se rabat plus tard à droite. Et si l'on ne sait pas où on va, quelle est la meilleure attitude à adopter? Il est préférable de rester sur la voie de droite. Et tant qu'on n'est pas sûr de la direction à prendre, on maintient le clignotant gauche pour ne pas surprendre les autres usagers. Je suis bien placé pour prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuer sur l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une autoroute déserte. En France, la règle est de se placer à droite autant que possible. Pour prendre la prochaine sortie, il est évident qu'il aurait fallu être dans la voie de droite. Mais cela doit devenir une habitude. En dehors des dépassements, il faut aussi circuler dans la voie de droite. Je n'ai rien à faire dans la voie du milieu. Réponse B et D. Je dois céder le passage. À la voiture blanche, oui. Réponse A, non. Réponse B. À la voiture jaune, oui. Réponse C, non. Réponse D.
Je circule sur une voie de stockage aménagée pour tourner à gauche à l'intersection, comme l'indique la flèche au sol. Avant de traverser la voie des usagers qui arrivent en face, je dois leur céder le passage. Mais dans ce type d'aménagement, je passerai devant la voiture jaune qui veut elle aussi tourner sur sa gauche. Il n'y a ni ordre ni priorité entre ces deux usagers. Réponse A et D. Je suis bien placé pour aller tout droit. Réponse A. Tourner à gauche. Réponse B. Tourner à droite. Réponse C. Faire demi-tour. Réponse D. J'approche d'un carrefour giratoire, comme l'indiquent ces panneaux. Je circule dans la voie de gauche avant d'entrer sur le rond-point. Cela signifie que je sais déjà quelle direction je vais prendre. En l'occurrence, tourner à gauche ou faire demi-tour. Pour tourner à droite ou continuer tout droit, j'aurais dû me placer sur la voie de droite. Réponse B et D. J'allume le clignotant droit. Réponse A. J'allume le clignotant gauche. Réponse B. Je n'allume pas le clignotant. Réponse C. Cette intersection est marquée par un stop. Je devrais m'arrêter. Mais je devrais aussi tourner à droite, comme l'oblige ce panneau. Le clignotant n'est pas superflu dans cette situation. Il permet de communiquer avec les autres et de leur indiquer mon changement de direction. L'usager qui me suit ne voit peut-être pas la signalisation. Réponse A. Quelle est la première des règles à retenir? Pour croiser les usagers venant en sens inverse, il faut serrer à droite, de façon à laisser le plus d'espace possible entre les véhicules pour éviter tout risque d'accrochage. Et si la route est très étroite? Si le croisement est possible, on passe au ralenti. Si un obstacle se présente sur la chaussée, des travaux par exemple, que faut-il faire? C'est le conducteur qui fait face à l'obstacle qui doit céder le passage. Il peut aussi y avoir une signalisation en place? Celle-ci oblige à céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. L'usager dans l'autre sens rencontre ce panneau. Quand on rencontre un gros véhicule sur une route étroite, on doit lui céder le passage? Non, c'est au véhicule encombrant, c'est-à-dire de plus de 2 mètres de large ou de plus de 7 mètres de long, de s'arrêter le premier. Attention, il y a une exception à cette règle. En ville, les voitures doivent s'arrêter ou se garer pour croiser un véhicule de transport en commun. Mais si en face, c'est aussi une voiture, qui passe le premier? Dans ce cas, il n'y a pas de règle, et seule une courtoisie réciproque permet de régler le problème. Le croisement est plus compliqué lorsque la route est étroite et en pente. Lorsque le croisement est possible, mais difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter. Il est en effet toujours plus facile de repartir dans le sens de la descente. Et lorsque le croisement devient impossible? La règle est simple. Le véhicule le plus maniable doit reculer, qu'il soit dans la montée ou dans la descente. Par exemple, une voiture face à un camion ou une caravane. Mais s'il s'agit de véhicules de la même catégorie? Le véhicule descendant doit reculer, sauf s'il existe une place d'évitement à proximité. Le dépassement est une manœuvre particulière dans la mesure où l'on quitte momentanément la voie normale de circulation pour utiliser la voie de gauche pendant un certain temps, donc sur une certaine distance. La première des questions à se poser avant de se lancer dans un dépassement est: est-ce vraiment utile?
En effet, il est inutile de prendre des risques alors que la circulation est dense et que le dépassement ne fera pas gagner de temps, mais seulement quelques places. Lorsqu'un créneau de dépassement est annoncé, ici à 1000 mètres, le dépassement sera facile, car il y aura 2 voies dans mon sens de circulation. Pourquoi prendre des risques? 1000 mètres à 90 km/h, c'est à peine 1 minute de parcours. Pour dépasser, il faut surtout disposer d'une très bonne visibilité vers l'avant. La route doit être libre sur la distance nécessaire pour effectuer la manœuvre. Il ne faut pas gêner des usagers venant en sens inverse. Aucun usager venant par l'arrière ne doit être sur le point de dépasser. Il faut avoir la possibilité de reprendre sa place à droite. Il faut disposer d'une réserve d'accélération ou une différence de vitesse suffisante pour que le dépassement ne dure pas trop longtemps. Si toutes ces conditions sont remplies, il faut avertir, c'est-à-dire allumer le clignotant gauche. Un coup de klaxon ou un bref appel de phare peut attirer l'attention du conducteur. Déboîter, après un dernier contrôle dans les rétroviseurs, intérieur et extérieur gauche, et si nécessaire en tournant la tête à gauche pour éviter toute mauvaise surprise dans l'angle mort. Dépasser, en laissant un espace suffisant pour ne pas accrocher l'autre usager. Revenir à droite progressivement, sans ralentir, lorsque l'usager dépassé apparaît dans le rétroviseur intérieur. Quelle est la distance nécessaire à un dépassement? Prenons un exemple. Sur une route à double sens de circulation, le véhicule jaune roule à 90 km/h, ce qui représente environ 27 mètres par seconde. Si la voiture verte roule à 70 km/h, elle parcourt environ 21 mètres par seconde. Chaque seconde, la voiture jaune fait 6 mètres de plus que la voiture bleue. Pour gagner 60 mètres, il lui faudra donc 10 secondes. En 10 secondes, à 90 km/h, on parcourt 270 mètres en calculant approximativement 250 mètres exactement. 250 mètres? Effectivement, c'est long. Un usager en sens inverse parcourt lui aussi 250 mètres. Il faut donc une visibilité de 500 mètres pour dépasser en toute sécurité. Le dépassement d'un poids lourd ou d'une voiture qui tracte une caravane est forcément un peu plus long que celui d'une simple voiture. La largeur du poids lourd est aussi une gêne dans la mesure où il encombre vraiment la voie. Si de plus on est trop collé au camion, on ne bénéficie pas d'une bonne visibilité vers l'avant. Il faut donc s'en éloigner de manière à bien apprécier le moment du dépassement. Lorsqu'il pleut, les projections d'eau des poids lourds forment un écran aussi gênant que le brouillard. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter la distance de sécurité et d'utiliser dans ce cas les essuie-glaces à grande vitesse. Pour des usagers fragiles, tels que les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes, il faut mettre le clignotant. Il est important de prévenir, car il n'est pas certain que les usagers qui suivent aient pu apercevoir le cycliste que l'on va dépasser. L'intervalle latéral à laisser en dépassant ou en croisant ce type d'usager est au minimum d'1 mètre en agglomération et au minimum d'1,50 m hors agglomération. Sur une route à double sens de circulation, dépasser plusieurs véhicules à la fois est autorisé à condition bien sûr de bénéficier d'une excellente visibilité et d'être en totale sécurité. Il faut maintenir allumé le clignotant gauche pendant toute la durée du dépassement. Faut-il utiliser le clignotant pour se rabattre? Sur une chaussée à double sens de circulation, le clignotant droit est facultatif, puisqu'on est obligé de se rabattre à droite. Mettre le clignotant droit est une habitude particulièrement utile quand le dépassement est un peu court et qu'il faut prévenir les usagers qui suivent. La nuit, il faut savoir utiliser les feux, c'est-à-dire ne pas éblouir l'usager que l'on veut dépasser. Pour que chacun ait la meilleure visibilité possible, il faut que la manœuvre soit bien coordonnée. Je reste en feu de croisement et j'attends d'être au niveau du véhicule pour passer en feu de route. Le changement de feu s'effectue lorsque les deux véhicules sont à peu près au même niveau. Cette synchronisation permet aux deux conducteurs d'avoir toujours la meilleure visibilité possible.
La nuit, il faut scruter loin devant pour ne pas tomber dans un piège tel qu'un faux plat. La voiture qui vient en face n'est plus visible pendant quelques secondes puis surgit brutalement à quelques dizaines de mètres devant. Être dépassé, cela implique aussi un comportement particulier? On serre à droite si besoin, sans modifier l'allure pour ne pas fausser les estimations du conducteur qui dépasse. Mais si le dépassement semble mal engagé, D'autres usagers peuvent arriver en sens inverse. Il faut alors ralentir, voire freiner, pour permettre un rabattement plus rapide. que signifie ce panneau? Il interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Cela signifie qu'on peut donc dépasser un cycliste ou un cyclomotoriste, mais pas une voiture. Oui, jusqu'à ce qu'on trouve un panneau de fin d'interdiction comme ceci. Et ce panneau, qu'a-t-il de particulier? Seuls les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sont concernés par l'interdiction de dépasser. Si je rencontre ce panneau lorsque je conduis ma voiture, je peux donc dépasser. Les lignes peintes sur le sol ont aussi leur signification. Oui, les règles sont simples. Si la ligne est continue, qu'elle soit blanche ou jaune, je ne peux absolument pas la franchir. Mais si la ligne est mixte, il y a aussi une ligne continue. Si la ligne continue est de mon côté, je ne peux pas dépasser. En revanche, si la ligne discontinue est de mon côté, je peux dépasser. Lorsque je vois cette flèche, je peux m'engager dans un dépassement? Sur une chaussée à deux voies, une flèche de rabattement annonce une ligne continue. Le dépassement est donc interdit à partir de la première flèche. La distance entre la première flèche et la ligne continue ne permet pas le dépassement d'un usager roulant à allure normale. Et si la flèche est pointée vers moi? Dans ce cas, elle interdit le dépassement aux usagers venant en sens inverse. Sur une chaussée à plus de deux voies, les flèches sont placées dans la voie qui va disparaître. Mais la règle est la même. Impossible de commencer, ici, un dépassement normal. Que signifie cette ligne faite de pointillés serrés? C'est une ligne de dissuasion qui autorise uniquement le dépassement des véhicules très lents. Un tracteur agricole, par exemple, et à condition que la visibilité le permette. Attention dans les sens uniques. Cette ligne est située à hauteur d'une sortie. Elle n'interdit pas de dépasser, mais doit dissuader des automobilistes de se rabattre brutalement pour accéder à la sortie. Le dépassement est interdit aux intersections où je dois céder le passage, comme une priorité à droite ou un céder le passage, et sur les passages à niveau lorsqu'ils sont sans barrière ni demi-barrière. Et lorsque la visibilité est réduite? C'est le cas à l'approche d'un virage ou d'un sommet de côte. En revanche, sur une chaussée à sens unique ou sur une chaussée à trois voies, dont deux dans mon sens, je peux dépasser. C'est logique. La ligne continue me protège. Aucun usager ne risque d'arriver en sens inverse. Il est aussi interdit de dépasser si l'usager devant met son clignotant gauche pour tourner, par exemple. Ou, encore, à l'approche d'un passage pour piétons, si un piéton s'engage. Un autre véhicule peut aussi réduire ma visibilité. Oui, lorsqu'il dépasse, un usager peut masquer totalement la visibilité. Il est alors impossible de savoir si un autre usager arrive en sens inverse. On ne doit donc pas le suivre pour dépasser. Dépasser plusieurs véhicules à la fois, c'est possible? Oui, mais à condition de s'assurer qu'aucun véhicule ne s'apprête à son tour à déboîter pour dépasser, que les véhicules soient assez près les uns des autres, de ne pas encombrer la voie de gauche trop longtemps, et maintenir le clignotant gauche allumé durant toute la manœuvre de dépassement. Dans tous ces cas, c'est la visibilité qui conditionne une décision de dépassement. On n'a pas parlé des dépassements par la droite. On peut dépasser un usager par la droite lorsqu'il s'apprête à tourner à gauche. Si on attend derrière lui, on va bloquer la circulation. Pour dépasser par la droite, il faut être sûr que le conducteur ne va pas se rabattre à droite et que la largeur libre de la chaussée le permet. Il existe même des aménagements qui facilitent cette manœuvre. Je peux dépasser le cycliste. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Ce panneau interdit le dépassement des véhicules à moteur autres que les 2 roues sans side-car. Si la visibilité et les conditions de sécurité le permettent, je peux dépasser ce cycliste. Réponse A. Pour croiser ce piéton, je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je mets le clignotant gauche. Réponse D. Le croisement ou le dépassement d'un usager fragile comme un piéton demande plus de précautions que pour les autres usagers. Il faut se déporter suffisamment pour ne pas l'effleurer ni lui faire peur. À la campagne, l'intervalle minimum ne doit pas être inférieur à 1,50 m. Pour ne pas effrayer le piéton, je n'utilise pas le klaxon, mais je mets le clignotant gauche afin d'avertir de mon écart et le piéton et l'usager qui me suit. Réponse B et D. Sur cette chaussée étroite, le croisement est difficile. Qui doit s'arrêter le premier? Le véhicule qui monte? Réponse A. Le véhicule qui descend? Réponse B. La route est très étroite et en forte pente. Pour se croiser, l'un de nous deux va devoir s'arrêter. C'est à moi de le faire, car je descends. Il est toujours plus facile de repartir dans la descente que dans la montée. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire s'arrêter les véhicules qui montent. Réponse B. Je dépasse? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une voie à sens unique, comme l'indique la ligne continue du côté gauche de la chaussée. Je peux donc dépasser sans risque de rencontrer un usager en sens inverse. Mais je dois attendre pour cela qu'aucun usager ne me dépasse. En regardant dans le rétroviseur, je me dis « Pas question de commencer le dépassement maintenant ». Réponse B. Je peux dépasser la voiture blanche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les dépassements par la droite sont autorisés seulement dans des conditions très précises. Quand un usager tourne à gauche, quand les tramways circulent au milieu de la chaussée. Ici, les usagers à gauche ont signalé leur intention de tourner. Si je vais plus vite qu'eux, je continue dans ma file, donc je les dépasse. Réponse A. Pour conclure, que peut-on retenir de ce cours? Il y a un élément qui servira toujours. C'est la procédure à utiliser avant de faire quoi que ce soit en conduite. Il faut être vif. C'est-à-dire? Vérifiez d'abord si la manœuvre est possible. Regardez devant, derrière, dans les angles morts, partout, pour être plus simple. Informez ensuite les autres de nos intentions. Pour cela, il existe le clignotant, le klaxon, les feux, et parfois un petit geste de la main. Faire, c'est-à-dire agir en changeant de trajectoire, ou d'allure, ou en freinant.